Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir une figure camerounaise des lettres, une icône de la littérature africaine et mondiale, Madame Djaïli Amadou Amal. Comment je suis arrivée à l'écriture? C'est une longue histoire. Déjà, comment je suis arrivée à la lecture? Ça commence par là, je pense. Pour pouvoir écrire, il faut d'abord lire et aimer lire. Et j'étais pas prédestinée à écrire et à être là. J'étais plutôt destinée à être, chez moi, une bonne épouse, une bonne mère et une bonne femme, entre guillemets. Mais il y a toujours eu cette forme de rébellion, une rébellion qui m'a d'abord poussée à aller sauter le mur de l'église catholique pour chercher des livres. Et l'écriture est venue dans la foulée, je pense que ça s'est fait naturellement. Eh bien, tout commence par le thème du roman. Donc, pour les impatientes, évidemment, c'était la violence faite aux femmes, la violence sous toutes ses formes. Pour Cœur du Sahel, ça s'est fait également naturellement. Je voyais ces petites domestiques employées dans les maisons, employées dans nos maisons. Et je me suis simplement intéressée au sujet. Donc, comment je commence à écrire? Eh bien, je mène toujours des enquêtes sur le terrain. Minimum, ça me prend 1 an. Discuter avec les gens, aller dans les endroits. Mais les enquêtes peuvent être beaucoup plus profondes que ça. Donc, également, regarder tous les articles qui ont été écrits sur le sujet, sur le net, à l'université, etc. Et donc, voilà. Et puis ensuite, il y a toujours autour de moi quelqu'un, bien sûr, ou des personnes qui m'inspirent et qui font en sorte qu'il y ait ce déclic, en fait. C'est vrai que je dis toujours en début de roman, ce sont des histoires qui sont inspirées du réel. Donc, ce sont des personnes qui existent, ce sont des histoires qui sont réellement arrivées, même si évidemment ça reste quand même des fictions et que tout cela est romantisé. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes toute rayonnante. Ah, merci, vous aussi. Oui. On va commencer par la fin, c'est-à-dire Cœur du Sahel. D'accord. Un peu régal. Qu'est-ce que vous avez eu à cœur en écrivant cet ouvrage? Eh bien, pour Cœur du Sahel, je voulais sortir d'abord des impatientes. Oui. Ou Mounial, les larmes de la patience, puisqu'il faut rappeler que quand même c'est le même livre. Oui. Et mais également de Walande, l'art de partager un mari, pour balayer d'un regard toute l'actualité et la réalité de notre Sahel, Oui. Puisqu'il faut quand même le rappeler. Bien sûr, une autre réalité du Sahel. Voilà, une autre réalité du Sahel, puisque je suis moi-même issue de la sûr. zone septentrionale du Cameroun, donc du Sahel. Et donc, il s'agit là de pouvoir parler du changement climatique. Oui. On se rend pas compte à quel point le changement climatique peut influencer la vie des personnes et entraîne également l'insécurité alimentaire, mais parler également de Boko Haram et de tout ce qui s'ensuit. Donc, dans Cœur du Sahel, c'est l'histoire de Faïdé, une jeune fille qui va quitter son village pour aller travailler dans la grande ville d'à côté, donc Maroua. Eh bien, elle va être confrontée à tout ce qui fait la difficulté de vie de ces milliers de jeunes qui sont déversés dans les grandes villes pour travailler comme domestiques. Et puis, dans Cœur du Sahel, je voulais également parler du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre, Oui. etc. Et évidemment, tout ça sur fond d'une très belle histoire d'amour. D'accord. Quelle est la thématique principale du Cœur du Sahel? Eh bien, pour moi, la thématique principale, c'est peut-être plus l'acceptation de l'autre, mais également les réalités, l'actualité, de la région de l'extrême nord du Cameroun et plus précisément de ces filles qui sont employées comme domestiques et qui sont quelque part n'ayant pas peur des mots des esclaves modernes. Il s'agissait pour moi vraiment de pouvoir défendre cette cause-là. Oui, il y a toujours une lueur d'espoir dans vos livres.
Est-ce que c'est comme tous les romans où on commence avec le drame, ensuite on finit toujours avec le prince charmant? Oh, bon, c'est pas ce qu'on me dit d'habitude. On me reproche même souvent de peut-être de terminer sur une note plutôt de désespoir ou bien voilà de pessimiste. Mais dans Cœur du Sahel, en tout cas, l'espoir vient de l'éducation, Oui. l'espoir vient de l'amour, l'espoir vient surtout des jeunes. Des jeunes. Il faut les rappeler, ce sera grâce aux jeunes qu'on va vraiment pouvoir changer les choses demain. Oui. Et là, vous sortez de la ville du Nord, qui est votre terre natale. Quelle était votre mission là-bas? Ma mission. Oui. Ma mission en Récemment, tant que femme. Récemment, vous étiez au Nord, justement. Ah, d'accord. Oui. J'avais pas très bien compris la Oui. question. Récemment, Désolée. vous étiez au Nord et vous avez eu à faire des manifestations. Quelle était votre mission première là-bas, ces derniers jours? Ah oui, c'est vrai que je reviens de l'extrême nord et Oui. du nord, où j'étais voilà dans les villes de Maroua et Garoua pour mener une large campagne de sensibilisation avec mon association dont je suis fondatrice, Quelle association? Femmes du Sahel. Femmes du Sahel. Et puis voilà, avec cette association dont nous menons généralement dans des campagnes de sensibilisation, et cette fois c'était avec l'appui du Haut Commissariat du Canada. Oui. Il s'agissait pour moi d'aller à la rencontre des jeunes, surtout des jeunes filles dans les lycées. Et nous avons également profité non seulement pour faire la sensibilisation sur l'importance de l'éducation, mais également parler d'une œuvre au programme Mounial, les larmes de la patience, qu'il faut le rappeler, est inscrit pour toutes les terminales au Cameroun. Bien sûr, on arrive. D'accord, c'était ça votre mission ou non? Nous allons prendre une pause ici sur le plateau et nous allons descendre dans la rue pour écouter ce que les amoureux de la lecture et de l'écriture pensent de vos œuvres. D'accord. Descendons dans la rue pour écouter ce que les amoureux de l'écriture et de la lecture pensent des œuvres de notre écrivaine camerounaise. Oui, plus ou moins. Le nom me dit quelque chose quand même. Mais le titre me dit quelque chose aussi. Je ne sais pas, mais peut-être que j'ai vu ces personnes sans savoir que c'était elles. Mais les titres sont très évocateurs en fait. Bien sûr, prix Goncourt des lycéens 2020 quand même. La dernière en date, c'est Cœur du Sahel. Il y a des impatientes qui a eu le prix Goncourt des lycéens. En fait, des impatientes qui étaient d'abord Mounial, après qui a été, réédité dans une autre maison d'édition avec un autre titre et qui a gagné ce prix-là. Et puis il y a aussi Mystery Joe. Toutes ces œuvres, je les ai lues aussi. Réédité dans une autre maison d'édition avec un autre titre et qui a gagné ce prix-là. Et puis il y a aussi Mystery Joe. Toutes ces œuvres, je les ai lues aussi. Et dans une autre maison d'édition avec un autre titre et qui a gagné ce prix-là. Djaïli Amal, c'est une autrice, une romancière, on peut le dire comme ça, camerounaise, qui s'est fait connaître sur le plan national et sur le plan international, notamment avec le prix. Elle a reçu deux prix, Elle a reçu le prix Afrique, qui a été décerné par Orange, mais par la suite, elle a reçu, avec des impatientes, le prix Goncourt des lycéens. Voilà. Djaïli Amal est considéré comme ça par certains. Je pense que c'est des détracteurs, je peux dire comme ça, entre guillemets. Mais pour nous qui avons quand même parcouru ses œuvres, on voit qu'elle pose des problèmes réels. Des problèmes sur la tradition, notamment dans les zones du Sahel. Des problèmes qui mettent un peu à l'écart, n'est-ce pas, la femme, ou qui chosifient, n'est-ce pas, la femme. Mais elle veut soulever ces problématiques pour montrer que la femme, dans notre société, a une place importante. Voilà, et peut apporter, n'est-ce pas, quelque chose pour le développement du pays. Le ministère a très bien fait, à mon avis, en choisissant cette œuvre, vu les problématiques qui sont soulevées. Et je pense que c'est pour sensibiliser. Voilà, il faut sensibiliser dès le bas âge nos populations, les jeunes filles notamment, pour qu'elles comprennent qu'elle a la place, une place importante, une place de choix que le pays d'ailleurs, n'est-ce pas, lui réserve. Voilà, et qu'il faut quand même un moment faire table rase sur des traditions, nos traditions qui sont dépassées et qui n'ont plus cours vraiment dans la société moderne. Je pense qu'à travers ce choix, à travers cette œuvre, c'est une sensibilisation qui pourra porter le fruit pour les générations futures.
De retour dans la rue, nous constatons ensemble qu'il y a certains qui connaissent notre écrivaine camerounaise et d'autres pas. Est-ce que ça vous pose un problème aujourd'hui d'interpeller un jeune et de demander qui est Djali et qui ne peut pas répondre? Bon, je pense que on peut pas demander à tout le monde de connaître. Il y a des jeunes qui s'intéressent malheureusement pas à la littérature et le combat de tous les jours, c'est de faire en sorte de donner une autre image aussi de cette discipline-là. Et je pense qu'on s'y attelle. Et oui, c'est quand même c'est important, d'autant plus que quand moi j'étais jeune, surtout quand j'étais au lycée, tous les écrivains au programme étaient morts. Donc ça m'aurait vraiment fait plaisir et ça m'aurait motivé d'avoir une compatriote à qui je pourrais éventuellement même via les réseaux sociaux m'adresser et voilà. Mais je pense que ça c'est la chance que les jeunes aujourd'hui ont et ça va aller. Mais je suis pas trop d'accord avec cette phrase qu'on nous sort d'habitude que si on veut cacher quelque chose à un Camerounais, il faut le mettre dans un livre. Ouais. Les Camerounais lisent, mais à condition qu'on puisse non seulement leur proposer des œuvres qui les intéressent, des thématiques qui les interpellent, mais aussi qu'on puisse mettre des bibliothèques partout dans le pays, que les livres puissent être disponibles. Et surtout, ce qui m'énerve le plus, que le livre arrête de devenir et d'être un objet de luxe. Parce que évidemment, si le SMIC est à 40 000, si on vous propose un livre à 10 000, vous pouvez pas l'acheter. C'est vrai. C'est les réalités aussi. Oui. Vu qu'on parle du secondaire, Djali Amadou, désormais au programme secondaire. Revivons un peu quand vous avez appris cette nouvelle. Comment vous vous êtes senti? D'abord, très contente, très fière également. Et oui, j'étais vraiment le véritable sentiment, c'était la fierté. La fierté et puis cette fierté aussi de me dire peut-être cet espoir, peut-être que ces jeunes qui vont lire ce livre seront sensibilisés aux questions des violences liées aux gens et que grâce à ça, ils vont devenir des adultes autres, des femmes qui sauront se rendre compte dès les premiers signes de la violence et mettre fin, et puis des jeunes hommes surtout qui seront déjà sensibilisés sur ce thème-là et qui deviendront des hommes responsables qui ne maltraiteront pas les femmes. D'accord. Impatiente est le titre de l'œuvre qui aborde la question de la violence que subissent certaines femmes au Cameroun. Si les autorités du Cameroun ont porté un œil sur cet ouvrage, ce qu'il y a du bon, ce qu'on doit briser le silence, ce que ces violences ne sont plus tabous aujourd'hui. Je pense que c'est ça aussi et c'est l'intérêt de la littérature, surtout quand on fait dans la littérature engagée, c'est de pouvoir briser les tabous, c'est de pouvoir briser le silence, c'est de pouvoir parler de tous ces sujets dont on ne parle pas d'habitude. Et dans cette œuvre-là, justement, c'est des sujets absolument tabous dans la société camerounaise, que ce soit celle du nord ou du sud du Cameroun, l'est, l'ouest évidemment, le viol conjugal par exemple, les mariages précoces et forcés, qui, rappelons-le quand même, pour la région de l'extrême nord, concerne 58% des filles âgées de moins de 18 ans, ou pour la région du nord de 60%, et les chiffres ne sont pas meilleurs à l'est, etc. Et les questions également, et ça, je pense que c'est ce qui intéresse le plus les hommes, parce qu'ils en parlent beaucoup, la question de la polygamie, la place de la polygamie finalement dans notre société, et puis avec peut-être ses côtés positifs mais surtout négatifs et ça voilà donc il faut une histoire personnelle une histoire personnelle justement parce qu'il faut le dire à nos chers téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Madame Djali Amadou a été mariée très tôt, à l'âge de 17 ans, à un milliardaire où elle subissait toutes sortes de maltraitances. Et elle décide de quitter ce foyer pour un autre foyer et où elle est toujours maltraitée. On essaie même de te convaincre de revenir et tu refuses. Et c'est où ton mari également kidnappe vos enfants pour te mettre la pression. Aujourd'hui, il y a des millions de femmes qui nous regardent, qui sont dans cette situation. Il y a d'autres même qui ont vécu cela, mais aujourd'hui, elles ne sont pas remises. Aujourd'hui, je veux que tu t'adresses à ces femmes pour leur dire comment toi tu t'es en sorti. À part la lecture, parce qu'on sait que la lecture a été pour toi un exutoire. Voilà. À part cette lecture,
Comment on peut s'en sortir de ça? Eh bien, c'est surtout la conviction. La conviction que ça ne peut pas continuer et que c'est pas normal. Et puis l'idée aussi, Oui. l'envie de mettre ses propres filles à l'abri. Je ne voulais pas être celle qui allait continuer, voilà, à perpétuer les violences. Parce qu'il faut Oui. le rappeler, les violences faites aux femmes sont généralement perpétuées par les femmes elles-mêmes. Ce sont les mamans, les tantes, l'entourage qui demandent à la jeune femme de toujours patienter, de toujours supporter, se soumettre et accepter la violence, car celle-ci est, entre guillemets, normale. Eh bien, mesdames, ce n'est pas normal de subir de la violence. Oui. C'est celles pas qui sont à normal. l'intérieur. Voilà, Oui. celles qui sont à l'intérieur, c'est pas normal d'être oppressé. C'est pas normal de laisser vos propres filles, voilà, aller vers ce chemin-là. Et si vous êtes des mamans, vous êtes l'exemple, vous êtes le modèle et vous êtes obligé d'être ce modèle-là qui va protéger évidemment ces filles. Pour ma part, j'ai fait ce choix pour pouvoir me libérer, pour pouvoir avoir une voix, la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix, pour pouvoir aussi faire en sorte que mes propres filles ne vivent pas la même chose que moi, qu'elles ne soient pas condamnées à être que des adolescentes mariées et des femmes qui ne font rien d'autre que d'attendre un mari. Je voulais pour elles un autre avenir, celle d'être des jeunes femmes camerounaises ambitieuses, instruites, qui seront capables de développer leur pays. Et je pense avoir réussi parce qu'en partant, mes filles aujourd'hui sont à l'université, elles font de bonnes études, elles sont ambitieuses et elles sont capables de faire leur propre choix. C'est ce que je souhaite à toutes les femmes camerounaises, évidemment. Et celles qui ont vécu également ce traumatisme, comment faire pour se remettre? Eh bien, évidemment, quand on subit de la violence, c'est des traumatismes. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de structures pour protéger la femme, mais également pour la prendre en charge quand elle a subi ces différentes formes de violence. Et évidemment, les femmes qui ont subi de la violence sont très vulnérables et se mettent en situation de perpétuer ces violences-là. Parce qu'elles sont traumatisées, c'est surtout ça. Donc, elles sont plus vulnérables. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est juste de les sensibiliser, de leur dire justement, parce que ça, c'est ce que j'aurais voulu également entendre, que c'est pas de leur faute. Que si elles subissent de la violence, c'est pas parce qu'elles sont des mauvaises filles, des mauvaises femmes, des mauvaises mères, des mauvaises tout, et qu'elles ont le choix de se protéger, de sauver leur vie. Parce que je vous rappelle quand même qu'une gifle, c'est déjà une gifle de trop. Et que cette première gifle, si vous laissez faire, eh bien, elle pourrait vous tuer. Alors, mesdames, sauvez-vous, sauvez votre peau. Mesdames, sauvez-vous, sauvez votre peau. Quand je me suis plainte d'être battue par mon époux, la première question que tout le monde m'a posée, c'est qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te frappe? Pourquoi tu ne te conformes pas tout simplement comme toutes les autres? Pourquoi tu ne peux pas être plus patiente? J'ai été mariée à 17 ans dans le cadre d'un mariage imposé avec un homme qui était beaucoup plus âgé que moi. J'en ai beaucoup souffert. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est la littérature, hein, tout simplement. En lisant très très jeune, je me suis rendu compte tout simplement que ce n'était pas normal en fait. Ce que ma société attendait de moi n'était absolument pas normal. Et c'est pour cela que très tôt, je me suis rebellée, je me suis révoltée et je n'ai jamais voulu me soumettre à ça et à ce qu'on attendait de moi. Eh bien, la réaction de mon entourage quand j'ai décidé de ne plus accepter, c'est tout simplement, tu es une mauvaise mère, tu es une mauvaise épouse, tu ne te conformes pas à ce que la société attend de toi, donc tu es une mauvaise femme, tu es une rebelle, tu n'as pas simplement de mounial. Mounial, ça signifie patience, mais quand on dit à une femme patiente, ce n'est pas que patience en fait, et c'est tout simplement accepte tout, soumets-toi pour le bonheur de tes enfants, le bonheur de ton époux, de ta famille, en oubliant un tout petit peu le tien. Soumets-toi surtout sans te plaindre. Le mariage précoce et forcé entraîne les violences physiques, le viol conjugal, les violences psychologiques, la polygamie et puis évidemment tout ce que s'ensuit, mais aussi une autre forme de violence dont on ne parle pas souvent, c'est les violences économiques. Évidemment, une fille qui se marie très jeune
ne termine pas ses études, n'apprend pas un métier, reste dépendante financièrement toute sa vie. Elle quitte donc du joug de son père au joug tout simplement de son époux. Le viol conjugal n'existe pas en fait. Le viol conjugal, qui a parlé de ce mot viol? Le viol n'existe pas dans le mariage. Tant que c'est dans le cadre légal, c'est permis. Donc même quand la femme en souffre, même quand elle se fait violer jusqu'à avoir besoin d'aller à l'hôpital, d'avoir besoin de points de suture, etc. Personne n'ose évoquer ce mot viol. Le mot viol est un mot finalement tabou. Déjà, il est tabou même hors du cadre du mariage, mais quand c'est dans le cadre du mariage, ça devient pire. Quand on dit, quand une femme ose dire je me suis fait violer, justement, en réalité, on lui fait comprendre tout simplement que la coupable c'est elle, parce que c'est elle qui refuse de se conformer tout simplement. La violence faite aux femmes, c'est un sujet universel. Cette violence existe partout, en Occident, en Afrique, en Asie, partout. Les femmes elles-mêmes doivent prendre conscience, quand elles vivent une situation de violence, elles doivent refuser cela tout simplement. Pour moi, la plus grande victoire, c'est deux choses. Premièrement, ce qu'une jeune fille me dit, j'ai envie de continuer mes études et que grâce à ton exemple, je sais maintenant comment faire pour pouvoir dire non et pour voilà, être une femme indépendante. Et qu'une maman me dit, je ferai tout pour protéger ma fille. Mais est-ce qu'il suffit de lire un livre pour guérir? Est-ce qu'il suffit de vous lire pour guérir? Est-ce qu'il n'y a pas une initiative propre à vous que vous avez? Ou des associations? Eh bien, je vais pas... comment dire, prétendre que mes livres sont la solution ultime. Oui. Non, elles ont été, ils ont été, mes livres, ils ont été quand même pour moi l'exutoire qu'il me fallait Bien pour sûr. pouvoir, voilà, sortir de tout ça. Et continuer aussi, puisque je continue d'écrire, je n'ai pas l'intention de m'arrêter là, continuer à être évidemment la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix et pouvoir porter justement toutes les difficultés, toutes les problématiques qu'elles peuvent rencontrer au devant de la scène et obliger les uns et les autres à pouvoir discuter de ces sujets-là. Donc je disais que c'était pas forcément la solution. Je vais pas prétendre qu'il suffit de lire et de guérir. Non, mais quoi qu'il en soit, tant qu'un problème reste enfermé, qu'on n'en parle pas, qu'il reste tabou, eh bien justement, il ne trouvera jamais de solution. Exactement. Mais quand on en parle, ça donne à d'autres des idées, et je pense que c'est de ces idées-là que sortiront forcément les solutions. Évidemment, il y a beaucoup d'associations de lutte contre les violences faites aux femmes, des associations pour aider les victimes, des associations comme mon association même Femmes du Sahel pour pouvoir voilà encourager les jeunes filles à l'éducation, les encourager à avoir des activités génératrices de revenus, les former, les sensibiliser aux déperditions scolaires, etc. Mais donc voilà, donc, il faut qu'on se tourne évidemment vers la société civile pour trouver des solutions, mais également vers les mécanismes, les institutions de l'État. C'est fait aussi pour ça. D'accord. On était au cœur du Sahel. Là, nous sommes à les impatientes. Nous allons prendre une pause pour ne pas snober Facebook et les réseaux sociaux. Ici, on ne snobe pas. Est-ce que vous nous permettez de faire un tour sur les réseaux sociaux? Bien sûr, ça fait plaisir. Est-ce que vous connaissez Kalice Beyala? Bien sûr. D'accord. Elle a dit, comme je disais, si on ne snobe pas Facebook, et on va dire mot pour mot, Kalice Beyala sur Facebook, elle a dit, je cite, un écrivain est celui-là même qui écrit ses livres. Fin de citation. Et la question était de savoir si on peut compter Djaïli Amadou comme des écrivaines camerounaises. Elle a cité plein d'écrivains camerounais sans vous citer. Eh bien, Kalice Beyala, avec ses polémiques habituelles, on les connaît, ses sorties habituelles, on les connaît également. Je ne lui ferai pas le plaisir et l'honneur, non seulement de parler d'elle, mais de la citer. Tout simplement parce que dans ma culture, on m'a appris à respecter mes aînés. Kalice Beyala est un écrivain que je lis depuis que j'ai 10 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais me mettre à parler du mal d'elle. Mais ceci dit, qu'elle me reconnaisse comme écrivain ou pas, c'est pas mon problème. Le plus important pour moi, c'est que j'écris mes livres, que mes livres sont reconnus et qu'ils se vendent. N'en déplaise. N'en déplaise.
Et nous, on se pose la question, Djaïli Amadou n'aurait-elle pas écrit ses propres œuvres? À votre avis? Nous, on dirait oui. Mais les téléspectateurs doivent aussi être éclairés parce que c'est une affaire qui a vraiment bougé sur la toile. Non, c'est pas une affaire qui a bougé sur la toile. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les intox sur la toile. Et c'est pas des intox qui sont menés par tout le monde. C'est une intox qui a tout simplement été envoyée par Caliste Peyala. Tout simplement, peut-être parce qu'une jeune femme du Nord ne peut pas écrire un livre. Peut-être. De toutes les façons, les jeunes femmes du Nord ne sont pas censées être instruites. Elles ne sont pas censées s'exprimer en français, etc. Mais comme je le disais tantôt, je ne rentrerai pas dans cette... bien sûr. Voilà. Et déjà qu'on a la preuve vivante actuellement. Nous allons vous présenter quelques auteurs, quelques romanciers camerounais et vous allez nous dire votre vie avec eux, si vous entendez, si vous avez déjà eu à lire, si vous vous croisez. Oui. On va commencer par Ferdinand Oyono. Ah là là, ça c'est un écrivain que j'adore. Évidemment, comme peut-être presque tous les jeunes Camerounais, on a commencé par Le Vieux Nègre et la Médaille, un roman que j'ai beaucoup aimé. Et puis je pense que c'est le premier roman camerounais que j'ai lu. Et évidemment, il m'a donné juste envie de chercher les autres. Les autres. Mongo Bessi. Oh, dans la même lignée. Oui, Mongo Bessi. Leonora Miano. Leonora Miano, oui, j'ai découvert également sa littérature, voilà, avec le concours des lycéens qu'elle avait eu et que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, évidemment, et je suis fière aussi d'avoir obtenu ce même concours des lycéens. Oui. Patrick Ngana. Patrick Ngana, oui. J'ai lu quelques-uns de ses œuvres également et voilà. Gaston Polifa. Également. Gaston, on a dit Pabemongo. Pabemongo, ça c'est une autre histoire. Pabemongo, ça a été mon parrain dans la littérature. Ah, celui que j'ai rencontré en premier en venant à Yaoundé et à celui qui a lu le premier mon manuscrit, qui m'a aidé, qui m'a mis en contact avec d'autres personnes qui m'ont aidé et j'ai participé à ces ateliers d'écriture pendant plus d'une année. Le fameux Lanolika, la nouvelle littérature camerounaise qu'il avait créée à l'université de Yaoundé 1. Oui. Et Pabemongo, vraiment pour moi c'est un papa. Et il est très fier du succès que j'ai. Et puis si vous lui posez la question, c'est pas lui qui dira que si je suis un écrivain ou pas. Eugène Ebodé. Un ami. Et j'ai beaucoup aimé son ouvrage Souveraine magnifique. Et ça, j'ai trouvé qu'il avait mis tellement de sensibilité. Et voilà, un grand ami. Docteur Hassan Ibrahim. Hassan Ibrahim, c'est un frère. C'est un frère dans la littérature et voilà, j'ai également lu quelques-uns de ses œuvres. Est-ce que vous avez les tables rondes avec tous ces romanciers, tous ces pépites que nous avons aujourd'hui? Des tables rondes, oui, enfin ça dépend si nous sommes dans un salon, dans des rencontres. Évidemment, il y a toujours une belle ambiance et puis il faut pas oublier que avec quelques amis, écrivaines camerounaises, nous avons aussi un collectif. Là, pour le 8 mars prochain, nous aurons par exemple un ouvrage qui va sortir, dont plein d'autres écrivaines, que ce soit Chantal Bonono, oui. Entre autres, elles sont nombreuses, hein, Daniel Eyango, etc. Et puis celle que j'appelle ma grande sœur. Bref, c'est entre les femmes. Entre les femmes, très entre nous les femmes. Très féministe. Oui, plutôt féministe, oui, je l'avoue. Mais entre autres, hein, nous sommes, je pense, nous sommes 5-6, voilà, dans ce collectif. D'accord. On ne peut sortir de cette interview sans parler de votre premier bébé, L'art de partager un mari, Oualandé, sorti en 2010. Déjà, on va commenter la couverture. L'art de partager un mari. Le titre? Oui, le titre. Le titre, justement, je voulais écrire un livre sur la polygamie. Oui. Et enfin, j'ai écrit un livre sur la polygamie et par rapport au titre, justement, j'ai beaucoup hésité. Mais comment obliger les hommes à lire ce que pensent les femmes sur la polygamie et ce qu'elles ressentent en vivant dans un foyer polygamique? Ben, il fallait peut-être... Déjà, vous êtes contre?
Je ne dirais pas contre comme ça ou pour. De toutes les façons, ça se sait déjà si je suis contre ou pour en lisant, Bien sûr, en juste lisant les le livres. livre. Mais quoi qu'il en soit, en donnant un titre assez ironique, l'art de partager un mari, les hommes ont l'impression et se disent voilà une femme qui a tout compris. Et c'est la même chose que j'ai eu. Quand j'ai eu le livre, j'ai dit mais je l'aime beaucoup, mais comment elle peut demander ça? Parce que moi je suis pas pour la polygamie. Bon l'idée c'est que les hommes s'intéressent également. S'intéressent et très stratégique. Qu'ils aient le point de vue des femmes. Et surtout qu'il faut pas oublier, c'est mon premier roman et dans notre culture, ce qu'il faut pas oublier, juste de la culture Peul, nous avons ces valeurs qui sont réunies dans l'art de vivre Peul qui s'appelle le Pulaku. Et dans cet art de vivre, justement, il y a la pudeur, la honte d'avoir honte, le sens de la dignité, la patience, etc. Eh bien, je suis allée quelque part à l'encontre de toutes ces valeurs qui m'ont été inculquées dès le jeune âge, que de dire les femmes en réalité elles sont pas si patientes que ça. En réalité elles sont jalouses. En réalité même si elles sont pudiques et qu'elles ne peuvent pas dire je suis jalouse, je n'ai pas envie d'avoir une coépouse et que je suis très frustrée et que je suis hyper en colère, on peut pas le dire haut et fort. Eh bien dans le roman si on peut le dire. En passant par la littérature on peut le dire. Oui, quel était le but? C'est vrai que tu as déjà essayé de énumérer, mais là on est au niveau du titre. Mais entrons dans le livre maintenant. Eh bien, le but de ce roman, c'est donner la voix aux femmes qui vivent dans un milieu polygamique et parler de la violence faite aux femmes, du mariage précoce et forcé, de la répudiation sans aucun droit, bref, les thèmes habituels que je défends, sur lesquels j'écris, être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix et pouvoir, crier ou écrire leur cri, enfin le cri du cœur. Oui. Qu'est-ce que ça fait de quitter du Cameroun pour Paris et être au festival à Paris dernièrement? Bon, c'est vrai qu'avec les publications de mes romans en France et surtout le fait que j'ai été quand même sur la liste du Goncourt, finaliste du Goncourt et Goncourt des lycéens, entre autres prix aussi que j'ai reçus depuis, eh bien... C'était le concours, c'était le Goncourt. Oui. Donc, la différence, c'est là aussi la manière de travailler, comment les gens prennent les livres, etc. C'est une très très belle expérience. Et après, faut pas quand même oublier que moi je reste quand même une écrivaine camerounaise qui écrit à partir du Cameroun, qui vit sur les terres, au Cameroun, et puis qui continue à publier dans sa maison d'édition camerounaise, parce qu'il faut aussi faire vivre notre littérature et ça passe par là. Donc moi, j'ai beau publier mes livres à Paris, je garde quand même mes droits de l'Afrique subsaharienne, je les donne à mon éditeur camerounais qui continue à publier mes livres, comme mes autres éditeurs partout en Afrique. D'accord. Nous allons essayer de mieux vous connaître en prenant le quiz. Allons prendre le quiz pour mieux connaître notre invité de ce soir, la star de l'écriture au Cameroun. On va mieux connaître notre invité. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force de vos œuvres? L'écriture, l'éditeur ou les thématiques? Pour moi, ce serait d'abord les thématiques et ensuite l'écriture. Les thématiques parce que, voilà, c'est des thèmes qui intéressent et puis qui interpellent. Et puis l'écriture, parce que je suis sur un style plutôt simple, un style abordable pour tout le monde. Et puis, je pense que ce sont des livres qui se lisent facilement et qui se comprennent. Et puis, la sensibilité également que j'essaie de mettre le plus, l'émotion que j'essaie de mettre dans mes romans. Est-ce qu'on va s'arrêter juste au Sahel? Oh,
est-ce qu'on va s'arrêter au Sahel ou pas? Pour le moment, j'ai envie de parler du Sahel et je vais continuer à parler du Sahel et des femmes, etc. Mais après, mes livres ne sont pas destinés aux Sahéliens. Mes livres sont destinés à tout le monde. Mes livres ne sont pas non plus destinés qu'aux femmes. C'est destiné aux hommes, aux femmes, aux jeunes, etc. Ouais. Mariée ou célibataire? En ce moment, mariée, bien sûr. Mariée. Mère de combien d'enfants? 5. 5. Est-ce que vous croyez encore à l'amour? Bien sûr que je crois à l'amour. Il faut toujours croire en l'amour. Bon, j'avoue, je suis une grande romantique. Mais oui, je crois à l'amour. Je pense que je suis pour ma part plutôt eau de rose. Hein. Donc voilà, je suis pour l'amour qui sauve le monde. D'accord. De nos jours, être influenceur, ça avoir une vie de luxe. Est-ce que vous partagez? Je n'ai pas compris. Selon l'environnement, être influenceur, ça avoir une vie de luxe. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, je veux pas taper non plus sur les doigts des influenceuses. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, être influenceuse, je pense que c'est pour ma part. C'est, comme l'a dit le chef de l'État, c'est être un modèle. Un modèle, c'est un modèle positif pour les jeunes. Je pense malheureusement que l'influence, entre guillemets, des influenceuses et de cette vie de luxe qui est affichée sur les réseaux sociaux pousse les jeunes à vouloir tout de suite, très vite, et à ne pas vouloir travailler. Et c'est une fausse image. Et mais heureusement, on a quand même aussi des influenceuses qui essayent de montrer aussi l'autre côté, le travail, l'abnégation, etc. Et c'est ce qu'il faut montrer de plus en plus aux jeunes. D'accord. Et qualifier une femme impacteuse en 3 mots. Qualifier une femme impacteuse en 3 mots. Courageuse, qui a le sens de l'abnégation. Oui. Et puis surtout, pour ma part, une maman. Une maman. Une maman avec tout ce que cela comporte. Une maman, pas forcément celle qui a mis les enfants au monde. Une maman dans le sens où la femme, elle est protectrice. Elle est celle qui nourrit. Elle est celle qui porte la famille. Elle est celle qui porte la patrie et voilà, une femme. D'accord. Là, maintenant, vous allez nous donner 5 femmes inspirantes d'ici et d'ailleurs que vous conseillez aux jeunes femmes. Oh là, ça c'est trop difficile en fait comme question. Donc pour le coup, je sais pas si je peux répondre à cette question. C'est femmes inspirantes. Les femmes inspirantes en fait, c'est quoi? Pour moi, je vais pas vous commencer à vous citer soit les influenceurs, soit peut-être des écrivaines ou des sportifs ou autres. Non, je suis pas ça. Pour moi, une femme influente, c'est celle qui fait les beignets tous les jours pour nourrir ses enfants. C'est cette femme-là qui va se lever tous les matins à 4 heures pour aller au marché vendre des tomates pour que ses enfants puissent aller à l'école. Oui. Les femmes modèles, c'est ces femmes-là qui sont institutrices et qui quelquefois travaillent pour un maigre salaire, mais qui se lèvent quand même avec toute la volonté et avec la bonne humeur pour pouvoir encadrer nos enfants. Donc pour moi, les femmes inspirantes, c'est ces femmes de tous les jours qui portent la famille, qui portent la patrie, qui portent sur leur dos le monde entier finalement. D'accord. Être une star mondialement connue était-il votre rêve? Je pense que le rêve de toute jeune petite fille, en réalité, c'est quelque part être dans la lumière et tout ça. Donc, on a ce rêve, voilà, de devenir soit actrice, soit chanteuse. C'est vraiment, mais en réalité, si quelques années plus tard, on demande à cette petite fille-là, qu'est-ce que tu voulais vraiment être? C'est, voilà, essayer d'apporter quelque chose. Donc, je ne rêvais pas forcément d'être une star, mais je rêvais déjà très jeune d'être écrivain. Écrivain, ça a été vraiment mon rêve. Le jour où j'ai ouvert mon premier livre à 8 ans, eh bien, je savais que je ferais ça tôt ou tard. C'est bien fait de la lecture dans la vie d'une femme. C'est bien fait de la lecture dans la vie d'une femme. Les bienfaits de la lecture, mais ça, on peut pas vraiment énumérer les bienfaits de la lecture. La lecture oxygène l'esprit, la lecture vous fait entrer dans un monde merveilleux, la lecture vous permet, voilà, de vous cultiver. La seule manière, d'ailleurs, de se cultiver, ce n'est qu'en passant par la lecture. Et puis, la lecture vous ouvre l'esprit, la lecture, voilà, contribue à votre développement personnel, la lecture
lecture vous permet de passer un bon moment. La lecture vous permet de rêver. Quand on ouvre un livre, on se met à la place de tous les héroïnes qu'on rencontre. La lecture vous permet d'être tout ce que vous voulez être. Il y en a tellement. Voilà. Il y en a tellement de bienfaits. Par contre, il n'y a pas encore de contre-indication à la lecture. Oui. Donc, la lecture n'a que des bienfaits. Oui. Ça, c'est quelque chose de positif dont on lisait. C'est important. Si vous n'étiez pas écrivaine, que devez-vous être? Journaliste, Ah bon? toujours. D'accord, nous sommes malheureusement à la fin de notre interview. Et nous n'allons pas vous laisser partir comme ça parce que nous avons prévu un cadeau pour vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons payer le cadeau de notre invité, de notre star de la lecture ce soir. Appelons le cadeau de notre star de la lecture ce soir. Ah, eh bien, merci. Là, vous avez un stylo. Oui, Là, je peux vous aider au ouvrir. bien sûr. Un Ah, stylo personnalisé. très, 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 très joli. C'est vraiment le cadeau à faire à un écrivain. Bien sûr, avec l'agenda, et vous pouvez lire le mot que la maison Camdis Télévision et l'équipe de All Star vous a fait. Oui, l'équipe de All Star vous souhaite une excellente année 2023 et encore plus d'inspiration dans vos futures œuvres. Femme d'influence, noble, Jaili Amadou Amal. C'est Ouais. très, très gentil. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et puis, dès que la prochaine dédicace, eh bien, Oui. j'ai le stylo pour dédicacer. D'accord. Merci. Merci à vous. beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Camdis Télévision. Merci beaucoup, c'est fait un plaisir pour moi. Donc, on va sortir avec les objectifs de 2023. Que nous prépare notre écrivaine? Eh bien, d'abord, beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres, des dédicaces. Évidemment, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours sur la promotion de Cœur du Sahel, Bien sûr. qui sortira cette année en poche. On aurait bien voulu Et avoir une puis, dédicace ce soir. Et puis, pour les impatientes, encore plus de traductions. Là, Oui. nous en sommes à presque une trentaine. Bravo. Et puis, voilà. Et puis, toujours écrire, écrire, écrire. Je vous souhaite en tout cas à vous également une très, très belle année 2023. Merci beaucoup. Vous avez eu l'habitude d'avoir des stars qui font de la musique, ceux qui font de la comédie, dans l'humour. Aujourd'hui, on vous ramène la star de l'écriture, l'incontournable Jaili Amadou Amal était des nôtres aujourd'hui sur All Star. On ne vous rappelle plus de rester en compagnie de nos magnifiques programmes sur Camdis Télévision, la chaîne républicaine. On se dit à plus tard. Bye bye. Mesdames et messieurs, le week-end. Ce programme vous est offert. En Afrique, Dieu a créé un pays exceptionnel, le Cameroun. Une Afrique en miniature en raison de ses multiples ressources naturelles. Mais le Cameroun, c'est également un pays qui a doté le monde de talents extraordinaires, des fils et